Ok, on est parti pour cette vidéo. C'est hyper rare, que je filme des vidéos aussi longues. Honnêtement, j'hésitais même à la publier. Cette vidéo était disponible uniquement pour mes clients. J'ai décidé de la mettre publiquement en ligne. C'est probablement, la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai condensé, ou en tout cas, c'est la finalité de tout ce que je sais actuellement sur la delivery. Faut pas la regarder comme juste uniquement une vidéo de 30 minutes, 1 heure, je sais pas encore du tout combien de temps elle va durer. Faut vraiment la regarder comme, en fait, j'ai poussé l'exercice le plus loin possible dans la delivery. Même si on peut aller encore plus loin dans la delivery, parce que c'est un sujet incroyable. Alors, qu'est-ce que je pourrais te proposer concrètement, quoi? Qu'est-ce que moi, mon expertise peut aller jusqu'à quel niveau? Actuellement, parce que j'apprends constamment et je décortique constamment des infoproduits et j'accompagne constamment des infopreneurs. Et donc, j'apprends en fait tous les jours. Mais là, actuellement, j'ai voulu te poser sur la table concrètement si je vais extrêmement loin dans mes connaissances par rapport à la delivery, jusqu'où est-ce que je pourrais aller. Beaucoup s'attardent au marketing, beaucoup s'attardent au closing et ils vont pousser l'exercice sur ces thématiques-là assez loin. Moi là, j'ai décidé de le faire sur la delivery. Forcément, comme peu de gens en parlent sur le marché, les gens ils s'arrêtent uniquement à comment obtenir plus de témoignages clients et comment améliorer la complétion. Moi, j'ai poussé l'exercice vraiment beaucoup plus loin. Tu vas voir dans cette vidéo, c'est un principe premier, une loi physique qui explique concrètement pourquoi est-ce que tes clients n'obtiennent pas de résultats et surtout toi, comment faire en sorte que tes clients obtiennent des résultats plus rapidement. Il va y avoir littéralement un avant-après cette vidéo par rapport à ta delivery. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de simplifier tout ça. Parce que c'est une loi et, tu vas voir, c'est assez exceptionnel. Mais ça m'a pris des mois à simplifier. Et il y a un truc aussi que j'aimerais juste rappeler, c'est que c'est pas juste 1 heure de vidéo. Je sais pas encore du tout combien de temps elle va durer. Mais il faut le voir vraiment comme quelque chose qui, en fait, c'est le résultat de toute mon expérience par rapport à la delivery et par rapport à tous les infoproduits que j'ai décortiqué et toutes les formations, tous les coachings, tous les mentorats que j'ai eu par rapport à ce domaine qui est exceptionnel. Ce que je te demande, c'est de prendre quelques minutes devant toi, mets ton téléphone en mode avion, prends un carnet, prends des notes. Et si après avoir regardé cette vidéo, tu veux qu'on regarde ensemble, qu'on décortique ensemble ta delivery pour identifier exactement où est-ce que tes clients décrochent, tu as une capacité d'absorption quasi infinie de clients, envoie-moi un message sur WhatsApp, il y a mon numéro qui est dans la description. Tu m'envoies un message sur WhatsApp, on discute, c'est moi, c'est pas un setter, c'est pas un closer, je sais pas quoi, c'est moi qui va te répondre, on va discuter ensemble et éventuellement on pourra se faire un appel pour regarder tout ça ensemble. Ok, donc on est parti du coup pour cette vidéo, je vais désactiver ma caméra, comme ça tu pourras être concentré à fond sur le cours. Comment faire en sorte que tes clients obtiennent plus de résultats tout en faisant en sorte que toi, ça te demande le moins de temps et d'énergie possible. On est parti, let's go. Allez, du coup, c'est bon, on est parti. Le principe de moindre action appliqué à ta delivery. Alors tu vas voir, comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en réalité, tu vas voir, c'est assez simple. Avant de te donner le principe, je veux juste que tu répondes à une seule question. La dernière fois que tu as préparé une session avec un de tes clients, est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Ou tu t'es dit quel est le chemin le plus rapide pour lui? La quasi-totalité vont répondre la première question. C'est exactement pourquoi est-ce que j'ai conçu cette vidéo, car tout le problème est là. La majorité pense à faire plus de contenu, plus de sessions, plus de ressources, plus de valeur, mais ils ont tort. Et tout ça ne vient pas de moi, en réalité ça vient d'une loi physique prouvée par Fermat au XVIIe siècle en observant le comportement de la lumière. Alors qui est Fermat? Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Il a posé les bases du calcul des probabilités avec Pascal. Il a fondé la théorie moderne des nombres. Il a développé des méthodes qui ont directement inspiré Newton et Leibniz dans la création de calculs infinitésimal. Et dans une lettre datée de 1662, il énonce qui viendra l'un des principes les plus profonds de la physique moderne, son observation sur la lumière. La lumière, quand elle passe d'un milieu à un autre, de l'air à l'eau par exemple, elle va changer de direction. Elle se courbe et tout le monde le savait, mais personne ne comprenait exactement pourquoi. Fermat, il a donc posé une hypothèse radicale par rapport à ça. Il s'est demandé, et si la lumière choisissait toujours le chemin le plus rapide et non le plus court? La définition, le principe de moindre action. L'action, déjà, c'est quoi? L'action, c'est une mesure globale du mouvement d'un objet, qui combine donc son énergie et le temps. Tu connais déjà ce moment où tu rentres de l'école et tu dois traverser le salon pour aller dans ta chambre. Ta mère a laissé tes affaires par terre, des sacs, des chaussures, des trucs qui traînent. Tu as donc 3 options. La première option, c'est choisir le chemin le plus court. Donc tu vas essayer de passer en ligne droite. Tu vas forcément du coup trébucher tes sacs, tu vas renverser quelque chose, tu perds du temps à ramasser, tu arrives dans ta chambre énervé et en retard. La deuxième option, c'est le chemin le plus rapide. Le chemin le plus rapide, c'est quoi? C'est qu'en gros, tu sprints, tu sautes par-dessus les obstacles, tu fonces, tu te cognes très certainement dans le canapé, tu te fais mal et tu arrives vite, mais épuisé, avec un bleu au tibia.
Par contre, la troisième option, et c'est là où on va du coup s'intéresser dans ce cours, c'est le principe de moindre action. C'est-à-dire que tu vas regarder, tu fais un léger détour de 2 pas sur la gauche, tu contournes tranquillement les obstacles, tu arrives dans ta chambre sans te cogner, sans trébucher et sans te fatiguer. C'est pas le chemin le plus court, c'est pas le chemin le plus rapide, mais c'est le chemin qui t'a coûté le moins d'énergie pour arriver exactement où tu voulais aller. Et le truc, c'est que la lumière fait exactement ça. Okay, quand elle passe de l'air à l'eau, elle ne continue pas en ligne droite. Elle se courbe, elle fait un léger détour. Pas parce qu'elle est perdue ou pas parce qu'elle hésite, mais parce qu'elle a calculé instantanément que ce léger détour lui coûtait moins d'énergie pour arriver à sa destination finale. Et c'est pas seulement la lumière, les rivières font pareil, les planètes font exactement pareil, les oiseaux qui migrent font également pareil. La nature ne dépense donc jamais plus que ce qui est nécessaire pour arriver là où elle veut aller. Et c'est exactement ce principe que la majorité des accompagnateurs violent chaque semaine avec leurs clients. Ils dépensent plus, ils donnent plus, ils ajoutent plus et leurs clients n'arrivent pas à destination. Pas parce qu'ils ont trop peu donné, mais parce qu'ils ont donné au mauvais endroit. On reprend ici l'exemple de la chambre. La majorité, en fait, vont soit donner le chemin le plus court, soit donner le chemin le plus rapide à tout prix. Mais on l'a vu avec notre exemple d'une chambre. Si on passe par le chemin le plus court, on va tout simplement trébucher, on va renverser tout et on va perdre du temps à ramasser. Et donc, on va arriver dans notre chambre énervé et en retard. Si on prend l'option 2, le chemin le plus rapide à tout prix, on va sauter par-dessus les obstacles, on va foncer, on va se cogner de partout, on va se faire mal. Par contre, si on prend l'option 3, qui est le principe de moindre action, c'est exactement celui qu'on fait constamment. Si en tout cas on avait cette situation devant nous, on prendrait l'option 3, on la prend constamment tous les jours et encore une fois je me répète, mais la nature la prend par défaut. Il faut qu'on l'applique du coup à notre delivery. Et on va voir ensemble dans ce cours comment faire en sorte de l'appliquer et le lien avec la delivery. Ici, je t'ai fait un petit schéma avec du coup le chemin le plus court, le chemin le plus rapide à tout prix et le principe de moindre action. Le plus court, ça n'existe pas dans la nature. Okay, le plus rapide à tout prix, c'est celui qui va juste faire en sorte que tu vas être complètement épuisé. Et le meilleur compromis, c'est pas le plus court, c'est pas le plus rapide, mais c'est le moins coûteux pour arriver. Si je devais résumer cette partie en une phrase, c'est que la nature agit comme si elle optimisait chaque mouvement pour minimiser une certaine quantité appelée action. Je te donne 4 exemples dans la vie courante pour que tu comprennes exactement le principe de moindre action. Le boulet de canon. Tu tires un boulet de canon, il part vers le haut, puis il monte, puis il redescend. Okay, il va monter et il va redescendre. Et il touche le sol à un endroit précis, qu'on pourrait appeler du coup le point B. Parmi toutes les trajectoires possibles que ce boulet aurait pu prendre pour aller du point A au point B, il y en a une infinité. Okay, il aurait pu très bien, par exemple, monter très haut et redescendre d'un coup. Il aurait pu aussi raser le sol. Okay, il aurait pu faire une courbe bizarre. Okay. Pourquoi est-ce qu'il a pris exactement du coup cette courbe-là? C'est pas la plus rapide, okay, parce que la plus rapide, ça serait celle-ci. Ce n'est pas non plus la moins coûteuse en énergie à tout prix, mais c'est la seule trajectoire qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est le meilleur compromis entre la vitesse et l'énergie dépensée. Ni trop haut, ce serait gaspiller de l'énergie, ni trop bas, ce serait perdre du temps. C'est exactement au milieu et c'est exactement ce qu'il faut, rien de plus. Le boulet, il ne réfléchit pas, okay, il n'a pas de cerveau, il n'a pas de GPS et pourtant, il trouve à chaque fois instantanément la trajectoire parfaite parce que la nature ne gaspille jamais, elle optimise toujours les deux ensemble, arriver au résultat le plus vite possible en dépensant le moins possible. C'est exactement ça le principe de moindre action. Si on reprend encore une fois pour vraiment, je veux que ce soit extrêmement clair pour vous, ces options qui sont ici, c'est exactement la même chose avec le boulet de canon. On ne prend pas dans la vie de tous les jours et cet exemple, tu peux par exemple le prendre aussi, je ne sais pas moi, si demain tu vas retrouver quelqu'un à un point B, tu ne vas pas prendre le chemin le plus court, okay, tu ne vas pas prendre le chemin le plus rapide à tout prix, mais tu vas prendre celui qui est un mix des deux. Okay, le chemin le plus court, ça serait d'aller en ligne droite et en gros le vol d'oiseau, si par exemple il y a des immeubles, ça serait tu passes par-dessus les immeubles, etc. Donc au final, ça te ferait perdre plus de temps qu'autre chose d'escalader des immeubles. Le chemin le plus rapide à tout prix, bah, ça serait comme ici dans notre exemple, c'est on saute par-dessus les obstacles, on fonce, on se cogne de partout, on se fait mal et donc on va arriver vite et on sera épuisé. On va prendre du coup le principe du moindre action. Okay, je répète parce que je veux vraiment que ce soit clair. C'est pour ça qu'ici j'ai mis 4 exemples. Le GPS Paris-Lyon. Tu veux aller à Paris, de Paris jusqu'à Lyon.
Le chemin le plus court sur la carte, ça va être 400 km/h en ligne droite. Mais le GPS, il va jamais te proposer ça. Ok, il va forcément te proposer de passer par l'autoroute. Ok, on va dire 460 km. Parce que tu arrives 45 minutes plus tôt. Il ne cherche pas le plus court, il cherche le plus rapide. Et c'est exactement ça le principe de moindre action. Troisième exemple avec Elon Musk chez SpaceX. Quand Elon Musk il a repris SpaceX, il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les ingénieurs, en gros, ils avaient une philosophie assez simple de ajouter des composants pour sécuriser chaque risque identifié. Et Musk, il a imposé une règle inverse. Il a dit une phrase, il a dit la meilleure pièce est celle qui n'existe pas. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque composant qu'on supprime est un composant qui ne peut pas tomber en panne. Donc chaque étape qu'on enlève est une étape qui ne peut pas mal se passer. Et SpaceX, ils ont donc construit des fusées les moins chères de l'histoire, pas en ajoutant de la sophistication comme ce que voulaient les ingénieurs, mais en retirant tout ce qui n'était pas sur le chemin direct entre le sol et l'orbite. Dernier exemple, Usain Bolt avec Glenn Mills. Glenn Mills, il ne lui a pas donné plus d'entraînement que les autres. Okay, il lui en a donné d'ailleurs moins. Il a regardé Bolt courir pendant des semaines et il a identifié une chose. Bolt avait un départ catastrophique. Okay, les 30 premiers mètres, il perdait la course. Et donc Glenn, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé 80% du programme d'entraînement existant et ils ont travaillé exclusivement sur les 30 premiers mètres pendant des mois. Le résultat, il a atteint 9,58 secondes, c'est le record du monde toujours imbattu. Donc ce qui est intéressant, c'est que le chemin le plus rapide de Bolt à l'heure olympique n'était pas du coup de faire plus d'entraînement, mais c'était d'identifier le seul blocage qui comptait et ne toucher qu'à lui. Alors du coup maintenant forcément tu te dis c'est intéressant tout ça, mais Fermat, le boulet de canon, Elon Musk, Usain Bolt, qu'est-ce que ça a à voir concrètement avec mes clients? En réalité, ça a tout à voir avec tes clients. Parce que ton client, entre le moment où il te paye et le moment où il obtient son résultat, il y a une trajectoire à identifier. Et donc toi, quand tu délivres ton client, tu as une seule mission, trouver cette trajectoire, celle qui l'emmène au résultat le plus vite, en lui demandant le moins d'énergie possible. Pas celle qui te rassure, pas celle qui te demande l'impression d'avoir tout donné, pas celle qui justifie le prix que tu as demandé, mais la trajectoire optimale. Ce que ce principe dit quand tu appliques à ta delivery, c'est que ton client, il a une situation A. Okay. Il a une situation B, ce qu'on pourrait appeler la terre promise. Okay. Et entre les deux, il y a une infinité de chemins possibles. Tu pourrais lui donner 12 modules, 3 sessions par semaine, un groupe WhatsApp actif 24 heures sur 24, des ressources supplémentaires à chaque session, des contenus bonus, des lives hebdomadaires. Et ça, tu peux l'appeler ça de la valeur. En réalité, moi, je préfère appeler ça du gaspillage. Pourquoi? Parce que plus tu donnes à ton client ce dont il n'a pas besoin, moins il a de chances d'atteindre ce pourquoi il t'a payé. Je te répète cette phrase parce qu'elle est essentielle à comprendre. Je l'ai même écrit sur mon mur, sur une feuille que j'ai collée sur mon mur. C'est que plus tu donnes à ton client ce dont il n'a pas besoin, moins il a de chances d'atteindre ce pourquoi il t'a payé. Je te montre ce que ça change. Tu prends 2 accompagnements. Le même marché, le même type de client, même promesse. Le premier, il prépare ses sessions en se demandant qu'est-ce que je peux apporter de plus cette semaine à mon client. Il arrive donc avec du contenu, des ressources, des exercices. Il donne tout ce qu'il sait. Il repart en se disant que la session était riche. Par contre, son client, il repart avec 16 choses à faire. Sur les 16 choses, il en fait 0. Pourquoi? Parce qu'il est submergé. Et on sait, trop d'informations tue l'action. Le deuxième, à l'inverse, il va préparer ses sessions en se demandant non pas qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon client, mais où en est exactement mon client cette semaine par rapport à sa situation B. Quel est le seul blocage qui l'empêche d'avancer? Et quelle est la seule intervention qui va débloquer tout ça? Il arrive donc avec une seule problématique ciblée. Son client, il repart avec une chose à faire. Il le fait parce que c'est clair, parce que c'est précis, parce que c'est exactement ce dont il avait besoin, pas ce dont il avait envie. Le premier, il va travailler donc plus et le deuxième, il va produire plus de résultats. Ce n'est pas un paradoxe, c'est le principe de moindre action. Je vais te donner l'exemple le plus parlant que j'ai vécu. C'est un client à moi. Ça faisait plusieurs semaines qu'on travaillait ensemble. Je lui avais tout donné, littéralement, les frameworks, les ressources, les plans d'action. Je lui faisais des modules vidéo, je lui faisais des looms. On se faisait des appels hebdo de quasi 1 ou 2 heures. Et j'essayais vraiment de répondre. Enfin, je répondais à toutes ces questions en moins de 3 heures sur WhatsApp. Le souci, c'est qu'il n'avançait pas. Et moi, j'avais le réflexe classique, en gros, d'ajouter, d'expliquer mieux, de donner plus de contexte, de reformuler différemment. À partir de ce moment-là, j'ai donc décidé de faire l'inverse. J'ai tout supprimé, littéralement. J'ai arrêté les sessions, j'ai arrêté de lui envoyer des ressources,
j'ai arrêté de faire nos appels hebdomadaires. Et pendant 7 jours, on a fait une seule et unique chose. Je l'ai appelé chaque matin à 9 heures, pendant 10 minutes, pas plus. Et je lui posais une seule question au début de l'appel. Quelle est ta to-do de la journée? Il me l'a dicté, je l'écrivais avec lui. Et on la rendait tellement précise et tellement petite qu'il ne pouvait pas ne pas la faire. Okay, et le soir, il me rendait des comptes, okay, pas via un appel, mais juste avec un message en me disant voilà exactement ce que j'ai fait. Résultat, en 3 jours, mais littéralement, il a terminé une to-do complète qui lui avait pris des semaines. Pas parce que j'avais ajouté quelque chose de la valeur, mais parce que j'avais identifié sa contrainte. Okay, pendant 16 jours, j'ai travaillé moins sur ce client. Du coup, ça m'a pris littéralement 10 minutes par jour. Donc sur 7 jours, tu fais le calcul. Et c'est la semaine où il a littéralement le plus avancé. Okay, il a arrêté de m'envoyer des questions sur WhatsApp et il a littéralement il quitté de la tâche, comme j'aime bien le dire. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire, c'est que le meilleur accompagnement n'est pas celui où tu donnes le plus, mais c'est vraiment celui où en fait tu identifies avec précision ce dont ton client a besoin, même quand ce n'est pas ce qu'il te demande. Et même quand ça ressemble à moins. Okay, parce que dans la delivery, moins au bon endroit produit toujours plus que plus au mauvais endroit. Les 4 métriques qui mesurent la précision de ta delivery. Tu as plusieurs métriques, j'en ai regroupé 4, okay, les principales qui vont pouvoir te permettre de mesurer exactement où est-ce que tu en es dans ta delivery. Premièrement, forcément, tu as le taux de complétion. Le taux de complétion, c'est le pourcentage de clients qui vont jusqu'au bout de ton programme. Okay, sur le marché français de l'infoproduit, on est en moyenne entre 10 et 30%. Ok, ici, on ne parle pas de résultats clients, on parle vraiment de complétion. Donc, de personnes, par exemple, si demain tu as une formation, combien de tes personnes vont jusqu'au bout de la formation et regardent chacune des leçons. Ce n'est pas un problème en général de motivation, okay, c'est surtout un problème de trajectoire. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un souci d'avoir un taux de complétion aussi bas, c'est que tu leur as donné trop de chemin à parcourir ou tout simplement le mauvais chemin. La métrique numéro 2, c'est extrêmement importante et j'aime beaucoup traquer cette métrique, c'est le délai du premier résultat. En combien de temps ton client obtient-il un premier résultat concret après avoir commencé avec toi? La majorité des programmes, ils ne vont pas traquer ça. Et c'est extrêmement dommage puisque le premier résultat, c'est ceux qui décident si ton client va continuer ou décrocher. Okay, un client qui obtient un résultat visible dans les 7 premiers jours va avoir beaucoup plus de chances d'aller jusqu'au bout. Par contre, si ton client il attend le module 4 pour avoir sa première victoire, tu as déjà perdu la moitié de tes clients. La métrique numéro 3, c'est le taux de témoignage client vidéo. Okay, sur 10 clients qui terminent ton programme, combien te laisse un témoignage vidéo spontané? La moyenne du marché, c'est entre 2 et 10 sur la globalité, okay, de leurs clients. Un témoignage vidéo, ce n'est pas juste du marketing. Okay, c'est littéralement le signal le plus fiable que ton client a un vrai résultat et surtout qu'il en est fier. Parce que si tes clients ils ne témoignent pas, il y a 2 raisons possibles. Soit ils n'ont pas obtenu de résultats, soit les résultats n'étaient pas ceux qu'ils espéraient. Donc dans les 2 cas, ta trajectoire, elle n'est pas la bonne. Ensuite, la métrique numéro 4, c'est le taux de recommandation spontanée. Combien de tes nouveaux clients arrivent parce qu'un client en a parlé, sans que tu lui aies demandé? C'est la métrique ultime de la delivery, puisqu'un client qui recommande spontanément n'est pas juste satisfait, il est transformé, et un client transformé, il en parle autour de lui. Surtout, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en général, quand une personne a une douleur, dans son entourage, il y a très forte chance que ces personnes-là ont aussi une douleur. Si demain, tu es coach sportif et tu accompagnes des personnes dans leur perte de poids, il y a très forte chance que dans leur entourage, il y a aussi des personnes qui ont un problème avec leur poids. Donc cette métrique, elle est extrêmement puissante parce qu'elle permet littéralement de savoir si, petit 1, tes clients sont satisfaits, deuxièmement, tes clients sont transformés et troisièmement, ils sont tellement satisfaits et transformés qu'ils vont le recommander autour d'eux. Ou en tout cas, autour d'eux, les gens se demandent « Mais attends, tu as travaillé avec qui toi ?» Maintenant, on va regarder les 5 signaux qui te disent si ta delivery respecte le principe de moindre action. Le signal numéro 1, c'est de regarder ce qu'il ne fait pas. Après chaque session, note-toi les actions que tu as données à ton client et la semaine suivante, traque combien est-ce qu'il en a fait réellement. Si c'est moins de 70%, c'est que tu lui en as très certainement donné beaucoup trop. La règle en général, c'est qu'une séance bien conçue produit une seule action. Ok, 3 grands maximum.
Le signal numéro 2, c'est de écouter ces mots exacts. Ok. Ton client, s'il dit j'ai pas le temps, c'est pas un problème de temps en réalité, mais c'est un problème de clarté. Ok. Quand une action est suffisamment précise et suffisamment petite, les gens trouvent toujours le temps de le faire. Ok. Demain, je te donne un exemple. Demain, tout le monde a le temps de brosser les dents. Pourquoi? Parce que c'est une action dont on sait exactement ce qu'on va faire. La clarté, j'aime bien cette phrase, c'est que la clarté, c'est le pouvoir. Donc écoute, prends le temps vraiment d'écouter les mots exacts de tes clients. Parce que un j'ai pas le temps, ça veut dire en réalité, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire pour finir cette tâche. Donc ce qui veut dire que ta trajectoire n'est pas assez précise. Le signal numéro 3, c'est de mesurer le délai entre la session et la première action. Après ton appel, en combien de temps est-ce que ton client il a fait sa première action? Ok. Si c'est plus de 48 heures, il y a un problème. Ok. Ce n'est pas une question de motivation, ce n'est pas une question d'engagement, ce n'est pas une question de volonté, mais c'est une question de précision. L'action n'était soit pas assez claire, soit pas assez petite, soit pas assez immédiate pour déclencher le passage à l'acte. Une trajectoire optimale produit toujours une action dans les 24 heures. Ok. Souvent même dans les 2 prochaines heures qui suivent l'appel, quand l'énergie elle est encore là. Parce qu'en fait, quand l'énergie elle est encore là, la personne elle n'a pas de raison pour ne pas le faire tout de suite, quoi. Le signal numéro 4, c'est de lui poser cette question directement. À la fin d'une session, j'aime bien demander à mon client, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu sais exactement quoi faire cette semaine? En dessous de 8, c'est que tu n'as pas fini ton travail. Ok, donc tu dois encore clarifier tout ça, tu dois encore travailler sur qu'est-ce que vous allez faire la semaine d'après. Et elle est terminée quand ton client sait exactement quelle est la prochaine chose qu'il doit faire. Le signal numéro 5, c'est de regarder tes propres notes de préparation. Avant ta prochaine session, ouvre ta préparation, si tu as un doc par exemple, dans lequel tu prépares les éléments sur lesquels vous allez travailler, et compte le nombre de sujets que tu veux aborder. Okay, s'il y en a plus de 3, demande-toi lequel de ces sujets-là, s'ils étaient le seul traité aujourd'hui, aurait le plus d'impact sur l'avancement de mon client. Okay, c'est celui que tu dois traiter en priorité et tu supprimes tout le reste. Le test ultime, la question du boulet de canon. Avant chaque session, pose-toi une seule et même question. Si mon client ne devait retenir qu'une seule chose de notre échange aujourd'hui et agir sur une seule chose, laquelle changerait le plus rapidement sa trajectoire? Si tu ne peux pas répondre à cette question en 30 secondes, c'est que tu n'es pas encore prêt à travailler avec ce client cette semaine. Okay, donc trouve la réponse d'abord et construis la session autour et supprime tout le reste. 2 erreurs fatales que je vois quasi tout le temps. Okay, la première erreur, c'est de confondre générosité et précision. La majorité des accompagnateurs pensent que leur problème de delivery vient d'un manque. Pas assez de contenu, pas assez de suivi, pas assez de ressources. Alors ils ajoutent encore et encore. C'est l'erreur la plus commune, ce que j'avais appelé il y a quelques mois l'effet Netflix, typiquement dans une formation. En gros, quand on est sur Netflix, ça arrive à tout le monde, quoi. Quand tu arrives sur Netflix, tu sais pas quoi choisir. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Et typiquement dans les formations en France, c'est ça le problème. C'est que les gens arrivent, en fait, ils ont la dopamine parce qu'ils voient plein de choses. Ils disent, oh putain, j'ai X heures de contenu que je vais savoir, que je vais avoir, mais je vais le repousser parce qu'il y a trop de choses et en fait, je ne sais plus quoi choisir, quoi. Donc c'est un peu l'erreur commune. Parce qu'elle ressemble en fait exactement à du professionnalisme. Quelqu'un qui donne plus, a l'air plus impliqué, plus sérieux, plus légitime. Sauf que ça, en réalité, c'est pas de la générosité, c'est de l'anxiété déguisée en valeur ajoutée. Donc en fait, si tu ajoutes du contenu, c'est parce que tu as peur de ne pas en faire assez. Pas parce que ton client il en a besoin. Et pendant ce temps, du coup, ton client il se noie en silence et sans forcément te le dire aussi. C'est comme si qu'un médecin, en fait, il allait prescrire 12 médicaments parce qu'il n'a pas identifié exactement lequel va te guérir. Peut-être qu'il va se sentir utile lui, mais toi, ton patient, enfin toi, si tu es le patient, tu vas pas guérir rapidement, quoi. Et surtout, tu auras beaucoup moins confiance en un médecin qui va dire, ok, exactement, il faut que tu prennes ça et tu vas avoir X résultats dans X temps. Et la deuxième erreur, c'est de traiter les symptômes au lieu de traiter la contrainte. C'est-à-dire que si ton client n'avance pas, tu vas ajouter une session supplémentaire. Si ton client manque de clarté, tu vas lui envoyer un message. Si ton client il perd de la motivation, tu vas lui faire un message d'encouragement. Et donc à chaque symptôme, tu vas apporter une réponse. Là où en réalité, tu devrais apporter une solution à chaque problème que tu vas identifier, à chaque contrainte. On va regarder ça ensemble juste après. Le framework pour trouver en 3 étapes la trajectoire optimale, c'est logique, c'est humain et c'est exactement l'inverse du principe de moindre action. C'est-à-dire que parce que les symptômes ne sont jamais le vrai problème, ils sont à la surface. En dessous, il y a toujours une contrainte unique qui génère tous les symptômes à la fois.
Je te donne un exemple. C'est comme boucher les trous d'un bateau qui coule avec du scotch. Tu traites ce que tu vois, mais pendant ce temps, la vraie fissure, elle va s'agrandir. Et ben en fait, c'est exactement la même chose avec les symptômes. C'est-à-dire que les symptômes sont toujours multiples. Par contre, la contrainte, elle est constamment unique. Je te donne un exemple. Si ton client, il manque de temps, il rate tes appels, il ne fait pas ses actions, il répond tard, tu lui envoies des rappels. La vraie contrainte derrière, c'est qu'il ne croit pas encore ce que c'est sa priorité numéro une. Si demain, tu as un client qui, entre guillemets, manque de clarté, c'est-à-dire qu'il va remettre en question son offre chaque semaine, il change la direction, il ne passe jamais à l'action, euh, toi, tu vas du coup ajouter des frameworks, ajouter par exemple une session de clarification, un document de positionnement. Bah, en réalité, la vraie contrainte derrière tout ça, c'est qu'en fait, il a très souvent peur d'être jugé. C'est-à-dire qu'une position claire est une position qu'on peut critiquer. C'est pourquoi il manque de clarté. Autre exemple, un client qui perd sa motivation. Très certainement connu, un client qui disparaît progressivement, il envoie de moins en moins de messages, il évite tes appels. Toi, de l'autre côté, tu vas très certainement ou souvent, tu vas lui envoyer des vocaux, tu vas lui envoyer du contenu inspirant, tu vas le relancer, le fameux go, 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 go par message, tu vas le rappeler pourquoi est-ce qu'il a commencé, son why, sa douleur. Et en réalité, c'est bien, mais la vraie contrainte, souvent, c'est qu'en fait, il a essuyé un échec récent qu'il n'a pas osé te dire et il a honte. Ok, donc maintenant, on a parlé de physique, on a parlé de Fermat, on a parlé des boulets de canon et des fusils SpaceX. Maintenant, on va atterrir et un principe sans outil, c'est une belle idée que tu vas oublier. Donc, je vais te donner ici les 3 étapes exactes que j'applique avec chacun de mes clients pour trouver exactement leur trajectoire optimale. Tu vas pouvoir les appliquer dès cette semaine avec tes clients. La première étape, ça va être de cartographier. Okay, avant chaque début d'accompagnement, avant chaque session, tu dois répondre à 2 questions avec une précision chirurgicale. La première, c'est où est exactement ton client aujourd'hui? Avec des chiffres si possible. Par exemple, il fait 15 000 € ce mois-ci, il ne prospecte pas. Il a essayé 3 offres différentes en 6 mois et il passe 80% de son temps à créer du contenu et 20% à délivrer. Okay, ça va du coup être sa situation A. La situation B, c'est ce que tu lui as promis. Je fais juste un petit aparté, d'où l'importance d'avoir un process d'onboarding optimisé pour la delivery, puisque forcément, ce genre de questions, les closers ne vont pas les poser, puisque dans un appel de vente, les closers vont poser des questions pour closer la personne et non pour délivrer la personne. La deuxième chose, ça va être du coup de savoir où en est-il sur sa situation B. Okay, qu'est-ce que tu lui as promis concrètement? Là aussi, l'idée, c'est pas d'avoir une approximation, mais c'est d'avoir des chiffres concrets. Par exemple, la situation B, ça pourrait être, il fait 50 000 € par mois de manière prévisible, il a un système de delivery qui tourne sans lui, il produit 10 vidéos par mois automatiquement. Ça va être du coup sa situation B. La majorité des personnes, ils vont avoir une idée vague de la terre promise de leurs clients et surtout de leur situation A. Ok. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une carte précise. Et la majorité, ils n'ont pas une carte précise. Donc forcément, on ne peut pas trouver le chemin le plus court entre 2 points quand on ne connaît pas exactement ces 2 points. L'étape numéro 2, ça va être donc du coup maintenant que tu as la situation A et la situation B de ton client, ça va être la question que tu vas devoir te poser qui est la plus importante, c'est quelle est la contrainte unique qui empêche mon client de passer de sa situation A à sa situation B. Ici, je ne te parle pas des contraintes, je te parle de la contrainte principale. Donc ici, du coup, tu regardes tout ce qui bloque ton client. Pourquoi est-ce que j'aime bien quand j'onboard un client et un client commence à travailler avec moi, je lui demande en gros toutes ces contraintes, tous ces blocages sous forme de bullet points dans un Google Doc pour savoir exactement toutes les problématiques qu'il aimerait qu'on résout pendant le temps qu'on va travailler ensemble. Donc, tu regardes tout ça et tu te poses une seule question. Enfin, tu te poses la même question sur chaque blocage. Est-ce que si je résous du coup ce blocage, tout le reste se débloque aussi? Si la réponse est non, c'est que c'est un symptôme, c'est pas la contrainte. Et donc, tu passes à la prochaine. Et donc, quand tu vas trouver le blocage dont la résolution entraîne la résolution de tout le reste, c'est que tu as trouvé la contrainte. Je te donne un exemple. Mon client manque de clarté sur son offre. Okay, c'est ce qu'on a identifié dans la situation A. Il ne prospecte pas. Il n'a pas de témoignage. Il ne sait pas quoi poster chaque jour. Est-ce que si tu résous la clarté de l'offre, la prospection se débloque? Ben oui, puisque si il sait exactement qu'est-ce qu'il propose et il a confiance en son offre, forcément demain il aura envie d'en parler à tout le monde de son offre. La deuxième question, ça pourrait être du coup de se poser, est-ce que les témoignages vont arriver? Ah oui, si
il a une clarté totale sur son offre, il prospecte derrière des clients, bah forcément, les témoignages vont arriver naturellement ensuite. Et est-ce que le contenu, donc le fait de parler de son offre sur les réseaux, est-ce que ça va devenir plus simple? Oui. Donc ici, on a trouvé la contrainte, c'est la clarté de son offre. Donc l'idée, c'est pas de bosser en priorité sur la prospection en disant il faut que tu prospectes plus, il faut que tes témoignages clients, il faut que tu fasses ci pour obtenir plus de témoignages clients, il faut que tu postes ça par jour. Mais non, en fait, ici, on a identifié la contrainte et donc tout le reste deviendra une conséquence. Et l'étape numéro 3, donc du coup celle la plus logique, c'est que ça va te demander en fait de retirer les choses que tu as préparées. Tu as très certainement préparé trop de choses et donc du coup les ressources que tu as créées, le contenu que tu as pensé et de décider que ton client n'en a pas besoin maintenant. Avant chaque session, liste tout ce que tu pourrais aborder avec ton client et puis tu te demandes exactement sous chaque point, est-ce que ça se trouve sur le chemin direct entre sa situation A et sa situation B. Si oui, ça reste, sinon tu l'enlèves. Ok, pas pour toujours, tu pourras très bien en reparler avec lui dans les prochaines semaines, mais l'idée c'est de cartographier, identifier, supprimer. Les gens te payent pour atteindre leur situation B le plus rapidement possible. Donc le fait de parler de sujets annexes qui ne vont pas pouvoir lui permettre d'avancer le plus rapidement possible sur sa situation B, ça ne sert strictement à rien. Ça va te servir uniquement à toi et encore même sur le long terme, ça ne va même pas te servir parce que derrière, tes clients ne vont pas avoir de résultats. Donc si je devais résumer un petit peu tout ça, le boulet de canon, il ne refait pas sa trajectoire à chaque instant. Okay, toi, tu as la possibilité justement de pouvoir le faire dans des accompagnements, dans des formations, dans des produits transformationnels. Parce que ton client, il avance. Et donc du coup, forcément, sa situation A, elle change de jour en jour. Et donc derrière, sa situation B, elle va se préciser. Donc sa contrainte principale, elle évolue constamment. Donc ton travail n'est pas de construire un programme une fois et de le délivrer, okay, mais c'est de recalculer, notamment via des appels ou via du suivi, la trajectoire optimale en permanence pour ton client. Je te demande ici de faire un exercice, c'est de prendre un client à toi, okay, le plus chiant, le plus relou, qui a le moins de résultats. Tu identifies exactement sa situation A, tu identifies sa situation B précisément, et derrière, tu identifies où il en est dans sa trajectoire, tu identifies ses blocages, tu identifies en fonction de tous ces blocages, tu regardes la contrainte qui fait que tout le reste est une conséquence et tu auras exactement ce sur quoi est-ce que tu dois bosser avec ce client-là pour qu'il obtienne des résultats. Allez, il nous reste quelques petites parties. La partie numéro 11 va être sur la cause numéro 1 qui est l'illusion de l'effort visible. La majorité des accompagnateurs travaillent plus dur, ils préparent leurs sessions, ils répondent aux messages, ils créent du contenu, ils font des appels, ils envoient des ressources et leurs clients n'ont pas de résultats. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une conséquence directe parce que le problème n'est pas la quantité d'efforts, mais c'est l'endroit où cet effort est appliqué. Les accompagnateurs optimisent ce qui est visible au lieu d'optimiser ce qui est nécessaire. Exemple, préparer une belle session, c'est quelque chose de visible. Envoyer une ressource supplémentaire, c'est quelque chose de visible. Faire un appel de suivi avec un client, c'est visible. Tout ça, ça crée quelque chose de très puissant et de très dangereux à la fois. L'illusion de la progression. Puisque du coup, le client, ils se sont accompagnés et personne ne réalise que la trajectoire, elle est mauvaise. C'est-à-dire que l'énergie dépensée hors de la trajectoire optimale ne contribue pas au résultat. Okay, au contraire, elle s'y oppose. Et donc, chaque chose superflue que tu ajoutes prend de la place dans la tête de ton client. De l'énergie, de l'attention. Et l'attention de ton client est la ressource la plus rare et la plus précieuse que tu as à disposition. Donc en fait, chaque fois que tu gaspilles de l'attention, sur quelque chose qui n'est pas sur sa trajectoire optimale, tu lui voles de l'énergie qu'il aurait pu mettre sur ce qui compte vraiment. Donc le meilleur résultat ne vient pas de celui qui en fait le plus, mais il vient réellement de celui qui a appris à distinguer ce qui est visible de ce qui est nécessaire. On va parler ici du seuil de rupture. Il y a quelque chose en fait que personne ne t'a très certainement jamais dit sur tes clients qui décrochent, c'est que il manquait pas de motivation. En fait, c'est un peu banal de dire ça et c'est un peu classique. C'est pas non plus qu'ils n'étaient pas faits pour ça, comme ce que certains aimeraient dire. Et c'est pas non plus que ton programme il est mauvais. En fait, c'est que tu as changé leur trajectoire exactement au moment où elles commençaient à produire ces effets. Je t'ai mis ici un graphique. Tu travailles, tu vois rien. Et le client, en fait, au moment où il va obtenir des résultats, parce que forcément, la courbe, elle n'est pas linéaire, ok? C'est une courbe, je n'ai plus le terme, mais en gros, l'idée, c'est que ça progresse un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien mettre ici quelques petites quick wins pour qu'il ait le sentiment qu'il avance. Le moment des résultats va être derrière en phase, on va pourrait dire en phase numéro 2, quoi. Donc, à ce moment-là,
c'est le plus critique parce que c'est là où les clients décrochent. C'est-à-dire que ton client, il commence à avancer, il est motivé, il applique les premières semaines, il avance. Et ensuite, il arrive à un moment précis, entre la troisième et la sixième semaine en général, où il voit plus de résultats visibles. Et donc lui, forcément, comme il continue à travailler, mais rien ne se passe concrètement en surface, il va commencer à douter. Le truc classique, c'est qu'il va commencer à te no-show sur des appels. En tout cas, il va commencer à arriver en retard. Il va te répondre de moins en moins à tes messages. Et donc toi, tu sens quelque chose se passe. Alors donc du coup, tu interviens et tu ajoutes une session, tu modifies le plan, tu lui envoies une ressource supplémentaire, tu envoies le fameux point d'interrogation sur WhatsApp. Sauf que la vérité, c'est que en fait, tu as cassé sa trajectoire exactement où elle allait produire son premier résultat visible. Ok. Et ce moment, il a un nom, j'appelle ça le seuil de rupture. C'est le point littéralement le plus dangereux de tous les accompagnements parce qu'en fait, il arrive systématiquement au même endroit, juste avant la transformation visible d'un client. Pourquoi juste avant? Parce que la transformation ne se produit pas progressivement. Comme je disais, en fait, elle se produit par basculement. C'est-à-dire que pendant des semaines, les actions de ton client ils vont s'accumuler en silence, sans aucun résultat, sans signal de progression. Et d'un coup, tout va basculer. Et donc, du coup, en fait, entre le début de l'accumulation silencieuse et ce basculement, il y a un gouffre. Et un gouffre sans feedback, sans signal, sans preuve que ça fonctionne. Et c'est là que ton client, en fait, c'est le plus vulnérable. Et c'est là que toi, tu es le plus tenté d'intervenir. Et c'est exactement là qu'intervenir est la pire chose que tu puisses faire. Parce qu'en fait, changer cette trajectoire maintenant, même avec les meilleures intentions, c'est demander au boulet de canon de changer de direction à mi-vol. Il ne va pas arriver plus vite à destination, mais il va rater sa cible. Et donc c'est pourquoi le seuil de rupture, c'est littéralement le moment le plus critique. Je donne un exemple tout bête, c'était avec une cliente en modèle d'agence, une coach sportive. Typiquement ici, ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, elle n'avait pas un résultat visible, elle avait une situation A qui était extrêmement loin, enfin plutôt une situation B qui était extrêmement loin de cette situation A. Donc du coup, il y avait littéralement un gouffre et j'ai pas assez cadré au tout début déjà sa situation B en lui disant ok non, les objectifs ça va pas être faire de ça mais on va faire ci. Donc en fait ça c'était plus long parce qu'en fait forcément plus tu allonges la situation B par rapport à sa situation A, plus si tu veux en fait ce moment-là il est critique et il est long quoi. Et donc typiquement avec cette cliente elle n'avait pas eu de résultat visible et donc avant d'arriver ici en fait, elle a complètement décroché et après, pour la faire revenir, c'était quasi impossible. Les trois signaux du seuil de rupture. Le premier signal, c'est le silence qui s'installe. C'est-à-dire que ton client qui répondait en quelques heures commence à mettre une journée à te répondre. Okay, ces messages ils deviennent de plus en plus courts, plus factuels, moins enthousiastes. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est juste de l'épuisement cognitif. Le signal numéro 2, c'est les questions qui changent de nature. Au début, il te demandait comment prospecter, comment formuler mon offre, etc. Et au seuil de rupture, c'est est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que mon marché est vraiment le bon? Là, c'est clairement le signe que tu commences à arriver dans ce moment-là. Le signal numéro 3, c'est de louper. Par exemple, un appel raté, une action non faite, un message sans réponse. Ce louper, ce n'est pas un problème d'engagement, mais c'est littéralement le seuil de rupture qui s'installe. Et la réponse n'est pas d'ajouter, mais c'est de nommer. La seule intervention, en fait, si tu veux, la réponse que tu dois faire dans ces moments-là, c'est de pas d'ajouter, comme ce qu'on a dit juste avant, mais c'est de clarifier, de nommer. Ok, je reviens à ce truc-là de la clarté, c'est la clé. Et donc, la seule intervention qui compte, ici, je t'ai mis un exemple message, ok, assez basique. Ok, l'idée, bien évidemment, c'est que tu l'adaptes en fonction de ton contexte. Et ici, je t'ai mis que tu l'appelles, tu peux très bien aussi lui envoyer un vocal, ça marche aussi très bien. Un message du type, je sais exactement où tu en es en ce moment, ce que tu traverses a un nom. Ok, je l'appelle le seuil de rupture. Et c'est le moment, si tu veux, où une partie des personnes qui se font accompagner décrochent parce qu'ils construisent quelque chose qui n'est pas encore visible. Et sache que c'est complètement normal. Donc l'idée, c'est pas de lâcher. Cette conversation, elle peut clairement t'aider parce que c'est la seule intervention qui compte à ce moment précis. Une vérité dite au bon moment, c'est exactement ça, le principe du moindre action appliqué au seuil de rupture. Allez, il nous reste deux petites parties. 13e partie, du coup, les faux signaux de délivré. Il y a quelque chose que la majorité des accompagnateurs mesurent en permanence et qui ne veut absolument rien dire en réalité, c'est le nombre de messages envoyés à leurs clients, le nombre de sessions réalisées dans le mois, le nombre de ressources partagées, le nombre d'heures passées sur la delivery. Tout ça, ce sont des faux signaux de delivery. Okay, ton client, par exemple, il t'a envoyé 47 messages cette semaine, tu as un excellent suivi. Ton client, tu l'as appelé 3 fois cette semaine, okay, tu as une très bonne application. Ton client, tu lui as envoyé 2 ressources supplémentaires cette semaine, tu as une très bonne valeur ajoutée. Sauf qu'un client qui t'envoie 47 messages ne progresse pas. Il cherche de la réassurance. Un client qui a besoin de 3 appels
par message ne suit pas une trajectoire optimale. Il est juste perdu. Et un client qui reçoit 2 ressources supplémentaires n'est pas mieux accompagné, il est juste plus submergé. D'ailleurs, en général, tu dois l'observer que ces personnes-là, elles ne lisent pas les ressources. Et donc en fait, ces chiffres ne mesurent pas ta delivery. En fait, ils mesurent juste ton activité à toi. Et l'activité n'est pas du tout le résultat avec ton client. Je te donne un exemple avec un médecin. Demain, tu es médecin. Ton patient il est malade. Tu pourrais très bien mesurer combien de fois est-ce que tu es allé dans sa chambre. Combien de médicaments tu lui as prescrit. Combien d'heures tu as passé à son chevet. Mais le seul chiffre qui compte, en réalité, c'est par exemple sa température. Est-ce que sa température baisse de jour en jour, de semaine en semaine? Oui ou non? Tout le reste, c'est du bruit. Donc en fait, c'est exactement pareil avec tes deliveries. Il y a un seul chiffre qui dit la vérité, c'est que est-ce que ton client avance vers cette situation B? Oui ou non? Et c'est inconfortable à regarder en face, mais la réponse peut être non, même quand tu travailles énormément. Et ce non, la majorité des gens ne veulent pas le voir parce qu'ils remettent en question non pas leurs efforts, mais leur trajectoire. Alors, donc la question que tu dois te poser pour chacun de tes clients actuellement, c'est par rapport à sa situation B, est-il plus proche aujourd'hui qu'il y a 7 jours? Ok? Si la réponse est oui, c'est que ta trajectoire elle est bonne, donc continue, mais si la réponse est non, c'est que quelque chose sur la trajectoire est à corriger. D'où l'importance d'avoir une situation A, une situation B extrêmement précise, et un parcours client, une cartographie extrêmement précise entre sa situation A et sa situation B. Les 4 métriques qui comptent réellement. La première, c'est le taux d'action. Okay, sur les actions que tu as données à ton client la semaine dernière, combien est-ce qu'il en a fait? Okay, si c'est en dessous de 70, c'est que tu lui en as donné très certainement trop. La cible minimum, c'est 80%. Okay, un client à qui tu as donné une seule action claire et nécessaire, il l'a fait, presque toujours. Okay, par contre, un client à qui tu lui en as donné 5, là, c'est un petit peu plus compliqué. La deuxième métrique, c'est la vélocité de progression. La vitesse à laquelle ton client franchit les étapes de sa trajectoire d'une semaine à l'autre. Si cette vélocité ralentit, c'est quelque chose bloque. Si elle accélère, c'est que ta trajectoire elle est bonne. Okay, donc c'est le signal le plus honnête que tu es sur la qualité de ta delivery. La troisième métrique, c'est le score de clarté. À la fin de chaque session, tu poses une question à ton client et tu lui demandes sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu sais exactement quoi faire cette semaine? Quand je dis session, je parle bien évidemment de coaching de groupe, par exemple donc en one-to-many ou en appel individuel. La métrique numéro 4, c'est le taux de transformation réel. Sur l'ensemble de tes clients actuels, okay, tu regardes et tu te dis combien sont objectivement le plus proches de leur situation B, de leur terre promise, aujourd'hui, par rapport au début de leur accompagnement. Okay, pas combien sont contents, okay, ça, on en reparlera dans une autre vidéo, mais on s'en fiche de ça, mais combien avancent réellement vers l'endroit exact où tu leur as promis de les emmener. Exemple de tableau de bord hebdomadaire. Chaque dimanche soir, tu te poses 15 minutes, okay, tu ouvres un tableau simple, tu mets une ligne par client, tu mets plusieurs colonnes, notamment ici 4 que je t'en ai mis, et en gros, tu remplis, tu regardes et tu te poses une seule question pour chaque client dont les chiffres sont mauvais. Quelle est la contrainte unique qui explique ces chiffres? L'idée dans ce tableau, c'est que tu calcules le taux d'action, la vélocité de progression, le score de clarté et le taux de transformation réel. Ce qu'on a vu juste ici. Et après, derrière, ce que tu peux faire, j'aime bien, c'est une technique de Ray Dalio, d'ailleurs excellent livre Principles, c'est que tu lui poses la question 5 fois. Okay, donc du coup, tu vas arriver à la cause racine de pourquoi est-ce qu'il n'avance pas. Tu la notes, tu la prépares pour la prochaine session et tu supprimes tout le reste. Exemple, tu ouvres un tableau le dimanche soir. Okay, un client, il a les chiffres qui sont mauvais. Okay, il a un taux d'action à 30%, une vélocité au ralenti et un score de clarté à 5. Quelle est la contrainte unique qui explique ces chiffres? Il ne passe pas à l'action. Le pourquoi numéro 1, ça serait il ne fait pas les actions que je lui donne. Le pourquoi numéro 2, donc si tu te reposes la question pourquoi, donc pourquoi est-ce qu'il ne fait pas les actions que je lui donne? Parce qu'il n'a pas le temps. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le temps? Parce qu'il passe ses journées à répondre à ses clients et ne se réserve aucune plage de travail sur son business. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore posé de limites claires entre son temps de delivery et son temps de développement de business. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'il s'arrête de répondre immédiatement à ses clients, il les perde. Il n'a pas encore confiance entre la solidité de ce qu'il délivre. Donc là, en faisant cet exercice, en te posant 5 fois la question pourquoi, tu viens de trouver exactement la contrainte qui fait que ton client n'a pas les résultats. Okay, donc ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est une croyance qu'il a qui est que si je ne suis pas disponible en permanence pour mes clients vont partir. L'idée c'est que du coup, avec ça, la semaine d'après, tu ne vas pas lui parler de productivité. Okay, tu ne vas pas lui envoyer une ressource sur l'organisation. Tu vas faire autre chose, c'est-à-dire que tu vas nommer cette croyance en votre voix et tu vas lui en parler explicitement. Et tu lui demandes en fait d'où elle vient cette peur. Et cette conversation de 20 minutes, elle va potentiellement débloquer beaucoup plus de choses qu'en 6 semaines de travail sur ta méthode. Et donc, l'idée ici, c'est qu'avec cette méthode, tu ne traites plus les symptômes, mais tu vas toucher la cause racine
une seule fois au bon endroit, le reste du coup se débloque. Ok, maintenant, si je devais conclure ce cours, Richard Feynman, un des plus grands physiciens du XXe siècle, il avait une phrase que ses étudiants n'oublieront jamais, c'est que la nature ne se soucie pas de ce que tu crois, mais elle fait ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait depuis 14 milliards d'années, c'est toujours la même chose. Elle trouve le chemin qui coûte le moins pour arriver au résultat le plus vite. On est comme ça, la nature et les humains, c'est exactement pareil. Donc, la nature, elle récompense pas celui qui travaille le plus dur, mais elle récompense littéralement celui qui a trouvé la trajectoire juste. Et c'est ça la chose la plus contre-intuitive et la plus libératrice que tu puisses comprendre sur ta delivery, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais tu as besoin d'en faire moins, mais au bon endroit. Et c'est pas de la paresse, c'est juste de la physique. Ok, du coup, maintenant, deux choix s'offrent à toi. Déjà, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, bravo. Ok, tu sais quelque chose que la majorité des personnes ne savent pas sur ce marché. Qu'en gros, le problème de tes clients n'est pas un manque de contenu, mais c'est un manque de trajectoire. Donc, tu as deux options. Soit tu peux prendre ce principe, ok, le principe de moindre action, et l'appliquer tout seul dans ton coin. Donc, cartographier les trajectoires de tes clients, identifier leurs contraintes, supprimer tout le reste. C'est possible. Cette vidéo, en tout cas, je l'espère, t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses le faire tout seul. Ou alors, si tu préfères gagner du temps et éviter les erreurs classiques, tu peux très bien décider qu'on le fasse ensemble. La trajectoire optimale de chacun de tes clients, qu'on identifie, qu'on construit, qu'on ajoute chaque semaine avec moi. Ok, c'est exactement ce sur quoi je travaille en one-to-one avec mes clients. Et donc, si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque la trajectoire de tes clients, il te suffit uniquement de m'envoyer un message sur WhatsApp. Ok, je vais pas te manger 06 45 26 21 70. Ok, pas besoin de m'envoyer un long message, pas besoin de m'envoyer un CV ou je ne sais quoi. Tu m'envoies juste un petit vocal dans lequel tu m'expliques un petit peu ton activité et ce que tu fais. Tu peux aussi très bien m'envoyer juste un seul mot trajectoire et on discute, on voit en fonction. Et si je vois que ton profil est pertinent et je pense pouvoir t'aider, je prendrai le temps de faire un appel avec toi. Donc c'est pas avec un closer, c'est pas avec un setter, c'est avec moi, ok, en one-to-one. Et on pourra regarder tout ça ensemble et voir si on peut aller plus loin. Ok, c'est moi qui te réponds personnellement sur WhatsApp et on verra ensemble si je peux t'aider. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ok, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle là, j'ai vraiment envie de dézinguer tout le marché parce que c'est une catastrophe en termes de delivery. J'ai encore beaucoup de choses à parler sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à commenter aussi dans les commentaires. Même si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines semaines. Et puis voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine.